Ce musée renferme un trésor insolite. De vieilles graines de lotus. Elles ont été découvertes sur un site historique de Corée. Leur âge est estimé à 700 ans. Une des graines a germé peu après son exhumation. « 700 ans de dormance. » Pourquoi la graine de lotus d'Orient est-elle restée endormie pendant tant d'années? Tout simplement parce qu'elle attendait le moment propice pour s'épanouir. Au plus fort de la saison sèche, les feux de forêt se multiplient. Pour beaucoup s'engage une course contre la mort. Les incendies sèment la désolation dans la forêt. Certaines plantes, pourtant, attendaient la venue du feu. Tels les cônes des casuarinas. Ils ont besoin d'une chaleur intense, au moins 200 degrés, pour s'ouvrir et libérer leurs graines. Ces plantes tirent aussi parti des courants d'air chaud que génère le feu. D'où l'importance pour leurs graines d'avoir des ailes. Après le passage de l'incendie, elles atterrissent sur un sol fertilisé par les cendres, dans un espace libre de concurrence. Moins de plantes concurrentes, cela signifie aussi plus de lumière.
Ainsi, les pins gris ne sèment leurs graines qu'après l'élimination par le feu de tout ce qui aurait pu faire de l'ombre à leur rejeton. Quel est le plus grand organisme vivant de la planète? Ce n'est pas la baleine bleue, mais le séquoia géant. Ce spécimen mesure environ 100 mètres, soit la taille d'un immeuble de 30 étages. S'il est parvenu à cette hauteur, c'est qu'il a su résister à de nombreux incendies. Comme la plupart des séquoias géants, il porte des traces de brûlure. Celui-ci a survécu à quelques 80 feux de forêt. Il lui est même arrivé de brûler 7 jours durant. Sa résistance au feu est exceptionnelle. L'écorce du séquoia géant peut atteindre 1 mètre d'épaisseur. Elle n'est pas dure, plutôt souple et spongieuse. Et elle a la faculté de retenir l'humidité. Car la meilleure défense contre le feu est bien l'humidité, et non la robustesse. C'est ainsi que le séquoia se protège du feu, dont il a par ailleurs besoin pour assurer sa reproduction. Car les cônes de cet arbre nécessitent eux aussi une chaleur de brasier pour s'ouvrir. C'est pourquoi le parc national de Séquoia programme 1 fois par an des incendies maîtrisés, destinés à favoriser la germination des graines. Certains arbres ne peuvent former une forêt que par la grâce du feu. La végétation côtière a su s'accommoder du vent. Cet arbre n'est pas tombé, il pousse dans le sens opposé au vent dominant. Comme ils ne peuvent pas se déplacer, les arbres sont plus réceptifs à leur environnement afin de mieux s'y adapter. Ainsi, le pissenlit se place de préférence dans le vent et s'efforce pour cela de pousser le plus haut possible. L'aigrette du pissenlit est sphérique pour permettre aux graines de se disperser quelle que soit la direction du vent. Les plantes utilisent les forces de la nature pour disséminer leurs semences. Le vent en est une. Certaines profitent plutôt de la pluie. Le populage des marais pousse au bord de l'eau. Une fois les pétales tombés, les ovaires enflent, puis s'ouvrent. Les graines sont offertes au ciel
dans l'expectative. Réparties dans les différentes loges des ovaires, les graines multiplient leurs chances d'évasion. Libérées par la pluie, elles germeront dans l'eau. À l'extrême est de l'île de Jeju, l'îlot de Tokisam, entièrement tapissé de verdure. Pour répandre leurs graines, les plantes de ce caillou inhabité comptent sur un élément bien plus puissant que le vent ou la pluie. Le lys du Bengale a partiellement colonisé le sud de l'île en arrivant par l'océan Pacifique. En juillet, le lys déploie ses ombelles de fleurs parfumées. Une fois les fleurs fanées, les ovaires se mettent à gonfler. Le résultat est un bouquet d'une vingtaine de capsules de la taille d'une noix. Les graines du lys ne résisteront pas longtemps à l'appel du large. La plante a longuement préparé cette chute, en faisant grossir les ovaires de ses fleurs. La mer est toujours située en contrebas de leur point de chute. Les graines du lys flottent aisément sur l'eau. C'est comme ça qu'elles ont traversé l'océan des terres du Sud jusqu'à l'île de Jeju. Ces phoques tachetés sont eux aussi de grands voyageurs. Ils vont et viennent entre la Chine et la péninsule coréenne. Un trajet de 3500 km. Bon nombre de graines suivent le même itinéraire. Grâce à leurs semences intrépides, les plantes conquièrent toujours de nouveaux territoires. À la fin de l'automne, le soleil perd de son ardeur et les températures tombent la nuit au-dessous de zéro. Durant ces nuits froides, l'Isodon excisus se livre à une manœuvre des plus originales.
Sous terre, il fait encore plus de zéro, mais le gel menace de s'installer. Les racines de cette plante vivace évacuent alors leur eau dans les tiges, qui vont rapidement geler. Après quelques jours, les tiges sont définitivement mortes, mais la glace qu'elles contiennent forme une isolation pour les racines. Ainsi, le sacrifice de ces tiges permettra à l'Isodon excessus de survivre à l'hiver. C'est la saison morte. Cette petite fougère aquatique s'efface elle aussi. La plupart des végétaux se dénudent ou disparaissent. Mais en voici un qui, au contraire, sort ses griffes. Le gui fructifie en hiver. Pourquoi une telle stratégie ? Il compte sur les oiseaux pour disséminer ses graines. Ce bulbule à oreillons bruns cherche de quoi manger. Sa nourriture se fait rare en hiver, mais dans les arbres dégarnis, la végétation qui subsiste, tel le gui, est bien visible. Si la plante attend cette saison, c'est justement pour que les oiseaux repèrent facilement ses drupes. Ces fruits ont toujours beaucoup de succès car ils ont très peu de concurrence. Et ils ont la taille idéale pour un bec d'oiseau. Le bulbule à oreillons bruns joue un rôle essentiel dans la propagation des graines de gui. Reste un dernier détail à régler. Le gui est une plante hémiparasite. Il ne peut survivre qu'en se fixant sur un arbre. Il fabrique pour cela des graines très spéciales. Ce sont des petites baies collantes, enrobées de filaments visqueux, qui peuvent s'étirer sur 1 mètre. Elles ne sont pas digérées par les oiseaux. Le fil poisseux enveloppant les graines a des propriétés adhésives qui s'avèrent très utiles par grand vent. Les graines se fixent sur une branche dont elles finiront par perforer l'écorce pour germer. Hormis l'eau et les sels minéraux qu'elle prélève à son hôte, cette petite graine renferme tous les ingrédients qui lui permettront de se développer. Chez d'autres plantes, les graines sont équipées d'une sorte de minuteur. C'est ce minuteur qui détermine le moment
où les graines peuvent germer. Et voici l'animal qui va le mettre en marche. En hiver, la chèvre de montagne se nourrit des fruits du résinier de Chine. Étant donné la rigidité de son enveloppe, la graine du résinier a moins de 1% de chance de germer spontanément. Ces chances grimpent à 30% si elle est ingérée par une chèvre de montagne, car son enveloppe va se ramollir sous l'effet des sucs gastriques de l'animal. La graine attend son heure au gré des pérégrinations de la chèvre. C'est maintenant qu'elle va passer à l'action. Pour survivre, la graine doit quitter la plante mère et éviter la concurrence. C'est pourquoi sa germination n'a lieu que lorsqu'elle s'en est éloignée. Mêlée aux excréments de la chèvre, la graine est enrichie en fertilisants. Elle germera ainsi dans d'excellentes conditions. La résilience de certaines graines met parfois en péril les témoins d'une civilisation. Plusieurs temples d'Angkor, au Cambodge, ont été littéralement étranglés et détruits par des arbres. Les premières graines, apportées par des oiseaux, ont pris racine et ont poussé entre les pierres, jusqu'à ce que celles-ci se disloquent. Aujourd'hui, ironie du sort, c'est grâce à ces mêmes arbres que les vestiges tiennent debout. La végétation a fusionné avec l'édifice. Quand les arbres mourront, le temple achèvera de s'écrouler. Ces arbres qui tiennent une civilisation à bout de bras sont des figuiers, également appelés ficus. Il en existe plus de 800 variétés dans le monde. Leurs graines sont dispersées par plusieurs espèces d'animaux, dont les oiseaux. Cette île abrite environ 150 variétés de ficus. Les fruits de celui-ci poussent sur des branches à même le sol. Pourquoi ce choix étrange ? De son groin maculé de boue, un sanglier fouille la terre.
C'est là que cette espèce a pour habitude de chercher sa nourriture. Et c'est donc là que le fœcus met ses fruits à disposition du sanglier. Ainsi, l'arbre choisit l'animal qui dispersera ses graines, puis met en place une stratégie pour l'inciter à les manger. On peut aussi attirer un animal avec des couleurs. Les plantes excellent à en créer. Presque toutes les couleurs présentes dans la nature sont d'origine végétale. Arrivés à maturité, les fruits arborent une teinte éclatante afin d'être plus attrayants pour les animaux. Le myrtillier ajoute une touche personnalisée. Il saupoudre ses baies d'une pellicule blanche pour s'assurer que les oiseaux les remarqueront, car les oiseaux perçoivent les rayons ultraviolets réfléchis par le blanc. Dans ce tableau à dominante verte, un animal richement coloré se distingue. Cette forêt abritant peu de primates ou autres gros mammifères, c'est à lui qu'il revient de disperser les graines des plantes. Son crâne évoque celui d'un dinosaure. Ses griffes ressemblent à des poignards. Haut de 2 mètres, le casoar à casque est un oiseau qui ne vole pas. Un bébé casoar picore en compagnie de son père. Chez cette espèce, c'est le mâle qui s'occupe des petits. La couleur des fruits les rend plus faciles à repérer sur le sol, et donc plus susceptibles d'être mangés. Le casoar est doté d'excroissances charnues chatoyantes. Avec ses couleurs vives, qui rappellent les fruits les plus appétissants, ces excroissances sont censées charmer d'éventuels partenaires. Incapable de voler, le casoar ne peut pas manger les fruits haut placés dans les arbres. Si certains ficus choisissent de laisser leurs fruits aux couleurs criardes au sol, d'autres préfèrent les placer à la portée du grand oiseau. Les figues pendent ici près du sol, juste à la hauteur des yeux du casoar. Mais ces stratagèmes visuels ont leurs limites. Ils ne sont efficaces que de près. Dans une forêt dense, les arbres ont d'autres subterfuges pour assurer leur reproduction. Les odeurs.
Elle se propage très loin, surtout les odeurs âcres. Le durian est un fruit tropical interdit à bord des avions de nombreuses compagnies aériennes, en raison de son odeur puissante, parfois comparée à des relents d'égout. Certains animaux raffolent pourtant de ce parfum. L'orang-outan de Bornéo a la force nécessaire pour transporter de gros fruits bien lourds, tels le durian, qui peut peser jusqu'à 5 kilos. Et des dents assez solides pour arracher les écorces les plus dures. Cet animal puissant est le bienfaiteur du durian. Malgré son odeur répugnante, la chair du durian a un goût agréable. De plus, elle est addictive parce qu'enivrante. Une faible quantité d'alcool est en effet produite lors de sa fermentation. Grâce à ses atouts, le durian voit ses graines semées un peu partout par les orang-outans. Certaines plantes n'ont besoin de personne pour disséminer leurs graines. L'impatiente textorie pousse dans les endroits humides. Et voici ses fruits. Cette plante est aussi appelée « ne me touchez pas », comme sa cousine européenne, la balsamine des bois. Parce que le moindre contact, le plus petit souffle de vent, expulse les graines hors de la plante mère. Elles tombent alors sur l'eau et vont germer sur la berge. Cette élégante légumineuse produit des graines comestibles très répandues. En fanant, la fleur de l'arachide s'incline vers le bas. Les ovaires situés à l'extrémité de la corolle s'allongent jusqu'à toucher le sol. Mais comment une plante qui n'a pas d'yeux sait-elle où se trouve le sol? Les humains ont dans l'oreille interne une concrétion minérale appelée otolite qui détecte la gravité. Les ovaires de l'arachide possèdent une structure similaire qui l'incite à pousser vers le bas. Une fois dans la terre,
les ovaires risquent moins d'être abîmés et les graines ont de plus grandes chances de germer. Au bout d'un mois et quelques, les premières pousses apparaissent. Les arachides plantent elles-mêmes leurs graines dans le sol. L'instinct de reproduction n'est pas l'apanage des animaux. Les plantes aussi veulent voir leurs rejetons s'épanouir. Après la floraison, le style des géraniums bec de grue grandit. Ces longs pédoncules se dressent vers le ciel comme autant de fusées miniatures. À la base du pédoncule, les graines sont prêtes pour leur envol. Le bec de grue catapulte littéralement ses graines dans les airs. Le mécanisme à l'œuvre ici reste encore assez énigmatique. On dit que les végétaux agissent avec lenteur. En fait, ils sont probablement bien plus rapides que nous l'imaginons. La vie des plantes se déroule sur une autre échelle de temps que la nôtre. Le bec de grue à fleurs blanches est pourvu d'un style encore plus élancé. Quel rôle joue-t-il ? Cette graine a atterri par accident sur l'herbe. Son style continue pourtant de s'enrouler en spirale. La graine a désormais la forme parfaite pour tomber au sol. À quoi peut bien lui servir cette queue en tire-bouchon ? Pour germer, une graine a besoin d'eau. Les graines ne commencent à se dérouler que lorsqu'il pleut, et ce mouvement leur permet de s'enfoncer dans le sol comme une vis.
profondeur idéale de germination est d'environ 1,5 fois la taille de la graine. Et les graines sont parfaitement capables de s'enfoncer à cette profondeur. Plus étonnant encore, la plupart d'entre elles arrivent à se ficher verticalement dans le sol, grâce à leur extrémité lisse qui contrôle le mouvement. Ainsi, sans l'aide de quiconque, les graines tombées trouvent le moyen de pénétrer dans la terre pour y germer. Si l'hélice se défait avant que la graine ne soit totalement enfouie, ce n'est pas grave. Tout est prévu. Partant sec, l'hélice se reforme en attendant la prochaine averse. Les plantes rivalisent de talent pour se propager. Et elles ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets.